Qu'on passe encore un petit peu de temps ensemble pour terminer l'après-midi. Alors on va faire une table ronde pour adresser des sujets que vous auriez aimé aborder, répondre à des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Je sais par exemple qu'il y avait des personnes au fond qui étaient intéressées par la méthode Kanban. C'est le moment. Les orateurs sont là, on vous écoute, on est à votre disposition. Une question là-haut ? Oui ? Allez. Je fais du sport en même temps. Non, on est en train de réfléchir à comment pouvoir travailler avec la méthode Kanban, qui est, comme on disait, moins grosse étape que mettre en place directement Scrum Agile. Savoir si vous, notamment chez Total, si vous avez pu travailler avec cette méthode-là. Vous commencez ? Je vais peut-être rendre le micro, si vous voulez. D'accord. Vous m'entendez ? Oui. Donc en fait, on a commencé avec une équipe de maintenance là, moi j'ai compris les concepts et autres. Après, il faut les faire passer aux équipes. Et je ne sais pas si ça a été évoqué, je me souviens plus, mais l'intérêt du Kanban, c'est qu'on peut rendre visible facilement le flux existant et partir de là. Et en fait, on est dans cette étape-là. Pour l'instant, on est en train de rendre visible le flux, de le partager entre les équipes, et ensuite, on va mettre en place un processus de limitation de long cours et d'amélioration continue. Mais vous dire ce qu'on produira dans 6 mois, je ne sais pas. Mais ça fait un peu viral, par contre. C'est des gens qui viennent, j'ai piqué une idée d'une personne de la Société Générale que je connais, qui s'appelle Laurent Sarrazin, qui parle de safari agile. Et en fait, maintenant, les gens qui viennent me voir, je leur dis, venez avec moi. Puis je les mets dans les bureaux où il y a des papers, des post-it dans tous les murs, et je les laisse causer avec les équipes. Et en fait, c'est bien meilleur que moi qui leur explique ce que ça leur apporte. Alors, je ne sais pas si les autres orateurs sont d'accord, mais moi, j'ai une vision sur le Kanban un petit peu... Il faut aussi se poser la question, parce que j'ai entendu dire que ça paraît plus simple que Scrum. Posez-vous aussi la question, est-ce que votre société n'a pas besoin d'une rupture ? L'avantage de Scrum, c'est qu'elle crée la rupture. Donc, elle oblige les gens à se mettre dans un autre mode. Le Kanban est intéressant parce que justement, il ne crée pas cette rupture. Mais attention, il peut aussi, comme il n'y a pas beaucoup de contrôle dans le Kanban, enfin, il n'y a pas beaucoup de règles dans le Kanban, on va dire ça comme ça, ça peut aussi ne pas marcher. Voilà, c'est mon avis, hein, je ne sais pas. Thierry ? Non, ça n'existe pas, ça. Enfin, juste 2 choses. D'abord, sur Kanban, je vous suggère vivement un livre qui s'appelle « Le Kanban pour IT » de Laurent Morisseau, et qui explique vraiment en détail ce qu'est le Kanban. Et puis, pour rebondir sur ce que disait tout de suite Alex, en fait, je crois qu'il y a 2 choses. Hein. Il y a, comme tu dis, il y a l'aspect marche de départ, donc, ou en tout cas, comment on entre. Alors, est-ce que c'est une rupture, c'est-à-dire une marche significative type Scrum, ou est-ce qu'on y va plus progressivement? Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer la marche qui permet de démarrer et après la vitesse à laquelle on avance. Parce que tu vois, en clair, on pourrait imaginer qu'on démarre par du Scrum et puis on ratatouille en fait le Scrum Master qui est pris comme chef de projet et puis on reste planté pendant des mois. Donc je crois qu'en résumé, c'est vraiment une question. Quelle est l'approche parmi tout ce qui a été présenté, donc Scrum, XP, Lean, Kanban, quelle est l'approche qui vous paraît la plus jouable pour démarrer? Chacune de ces approches, ensuite, de façon, contient un système d'amélioration. Et après, franchement, on peut démarrer avec une marche un peu plus basse et puis aller très vite derrière. Voilà. Gérez ça comme un projet agile. Hein. Définissez d'abord vos valeurs et vos bénéfices. Après, c'est de l'outillage. Ça, c'est pas important. D'autres questions ? Bon, j'ai vu les inscrits et je sais qu'il y a des personnes de l'association Cocktail qui sont là. Et je sais qu'ils commencent à mettre en place Scrum. Et moi, je suis un peu curieuse de savoir comment ça se passe.
Racontez-nous un peu. Donc, Julien Lafourcade, je suis développeur à l'association Cocktail. C'est une association qui développe des logiciels de gestion pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. C'est une association qui a un long passé. Il y a 2 ans, grosso modo, 1 an et demi, on a changé de direction. Donc, on est parti avec une nouvelle équipe de direction. Et bon, ça a mis un peu de temps à se dessiner, mais la nouvelle équipe de direction a fini par embaucher donc Gabriel Levent, qui fait partie de la communauté agile qui est assez connue, et qui donc est devenu le directeur technique de l'association, et qui depuis, qui est arrivé en janvier, et qui depuis nous met en place à dose homéopathique, on va dire, petit à petit. Il essaye d'arriver à ses fins au fur et à mesure. La méthode, Alors, il nous a pas dit vraiment que c'était du Scrum. Il nous a jamais dit on va faire du Scrum, on va faire peut-être pas, tout ça. Et bon, finalement, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, surtout sur la présentation de, j'ai oublié le nom. Et qui, ce qu'on fait aujourd'hui, ça se rapproche du Scrum. Alors on a démarré avec des itérations, en mettre en place des itérations, un peu dans notre coin, sans trop impliquer les product owners. Et puis on s'est rendu compte au final que ce serait quand même bien qu'ils soient là en début et en fin d'itération. Ensuite, j'étais à l'Agile France au mois de mai. Et j'ai suivi une conférence où on parlait de faire des démos à la fin des itérations. Et c'est vrai qu'on a trouvé que on s'est dit peut-être que ce serait une bonne idée. Et depuis le mois de mai, on met en place à la fin d'itération, on fait une démo au product owner. Et puis on essaye de s'améliorer au fur et à mesure, de manière agile, comme dirait Alexandre. Au fur et à mesure, on essaye d'améliorer nos process et on commence à avoir quelque chose qui tient la route. Voilà. Merci. Quelqu'un veut rebondir ? Je vais juste dire quelque chose. Vous avez dit, on ne dit pas à nos métiers, vous dites à vos métiers que vous faites du Scrum. Moi, j'ai constaté qu'en fait, il vaut presque mieux leur dire que vous allez faire de l'itératif, de l'incrémental, mais bannir le vocabulaire Scrum, sinon ça les effraie. On introduit du nouveau vocabulaire et product owner, mais moi, je ne suis pas ça. Donc, c'est pas grave. Ils font comme s'ils étaient product owners, mais on ne dit pas qu'ils sont product owners. On les accompagne pour. On ne dit pas qu'on fait du Scrum, on ne dit pas qu'on fait du daily stand-up, mais il faut trouver un autre vocabulaire. Enfin, c'est un petit conseil. Ouais, j'ai une autre petite question là. J'étais un peu absent cet après-midi, donc j'ai peut-être loupé quelque chose, mais en gros, par rapport à la conduite du changement, de la vague agile dans une boîte, comment on aborde la psychologie du chef de projet ? Le fameux chef de projet qui généralement est qui peut ne pas être technique, qui est souvent gestionnaire de diagrammes de Gantt, en gros, et Donc nous on a réussi chez Legrand parce qu'on avait une personne qui est plus chef de produit. Finalement, parce que nous, on fait des produits, il y a du soft, il y a du hard, il y a de la méca, il y a un peu de tout. Donc, il a trouvé sa place naturellement et il a laissé l'équipe prendre sa responsabilité. Que ce soit au niveau soft, élec, et il commence à laisser un peu la méca voguer toute seule. Donc, comment vous abordez ces personnes-là qui, quand même, perdent... Qui semble perdre du pouvoir. Alors, moi je vais parler de Total. Il ne faut pas en faire une généralité, ma réponse, parce que c'est adapté au contexte de Total.
Nous, on a l'habitude effectivement de sous-traiter. Alors, on peut avoir les sous-traitants dans nos murs, on peut avoir les sous-traitants à l'extérieur. Donc, dans la méthodologie Scrum, on parle de Scrum Master. Il doit être au contact des équipes de réalisation. Donc, il est plutôt chez le fournisseur. Il se trouve que dans le cadre de transition, et notamment, on a des fournisseurs qui disent être agiles, mais ne le sont pas. Et c'est, à mon avis, temporaire. Ce n'est pas la cible qu'on a. On a un Scrum Master qui est au contact des développeurs, mais on a aussi un Scrum Master en interne. Il n'a pas le rôle de Scrum Master, mais en fait, il joue au même titre que le Scrum Master, le rôle de facilitateur pour l'équipe vis-à-vis de l'interne total. Quand vous avez besoin de demander un environnement de développement, de faire des livraisons, il y a besoin de quelqu'un qui va faciliter ça. Et en fait, il joue ce rôle-là. Je me doute bien qu'à terme, alors il a toujours le titre de chef de projet, mais il n'est plus du tout chef. Il va gérer les aspects purement achat, commande et autres, mais je n'ai pas encore eu de cas où il y a des projets qui se passent mal et auquel cas il faudra peut-être couper une tête, mais bon, on fonctionne comme ça. Bien évidemment, à terme, son titre va forcément changer. Il ne sera plus chef. Il aura un autre titre. Alors, on va l'inventer, je ne sais pas quoi, mais il aura un autre titre. Et juste pour apporter un élément supplémentaire qui n'est pas contradictoire, hein, c'est ma vue personnelle, ce qu'on a décrit, c'est des rôles. Ça, quand vous expérimentez au départ, on ne remet pas en cause le positionnement hiérarchique et les intitulés de postes sur les fiches de salaire. On expérimente une méthode, si vous voulez appeler ça une méthode ou une démarche, et d'abord on missionne, on identifie, on fait un casting dans l'entreprise de savoir qui va jouer ce rôle de product owner, de scrum master, etc. Après, savoir si vos chefs de projet ont subi la loi de Peter ou pas, et si en fait il n'y en a pas qui vont revenir être des scrum masters justement, ou qui veulent retourner au développement. Enfin, ça après c'est la maturité ou le mûrissement de votre organisation. Mais d'abord, ce qu'on met en place, ce qu'on expérimente, c'est des rôles pour essayer de voir, pour se faire un avis sur un scénario que vous voulez tester, qui est l'itératif incrémental, quel que soit l'outil agile que vous mettez en place. Et c'est d'abord de faire monter en maturité votre organisation sur le fait d'avoir une vue produit, de créer de la valeur. Après, l'impact sur l'organisation en termes de hiérarchie, de postes, etc., ça, c'est chaque organisation qui le met en œuvre, à savoir dans combien d'années vous allez atteindre votre grille RH et remplacer le terme chef de projet par on cherche je ne sais pas quoi. Ça, c'est une autre étape. Et là, on n'est pas dans la transition, mais dans ce qu'a cité Yann. Il a cité ce mot-là, un moment de transformation. Et c'est je dirais presque des projets différents, en fait. Hein. Au départ, on est dans la transition, on est dans de la méthode informatique, on essaye de transitionner sur autre chose, plus dans une problématique de devenir plus efficace. Et après, on peut rentrer par épidémiologie, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, par méthode virale, pardon, dans une logique de transformation. Mais là, ça dépend de votre culture, en fait, de votre histoire. Et là, il ne faut pas faire de copier-coller, je pense. Hein. Un choc Scrum chez Legrand. Donc, formation, coaching, il y a présentation de la méthode. Et à un moment donné, on sort ces rôles-là, on les met sur un papier, on dit voilà, le product owner. Et là, le marketing, il plonge. Notre marketeur à nous, il se dit, ah, c'est moi. C'est moi. Hop, je me reconnais là-dedans. Le développeur, il est dans l'équipe, super, on va tous décider ensemble, c'est déjà ce qu'on fait. Okay. Le Scrum Master, c'est un peu plus flou. Et le chef de projet il n'est pas directement mappé sur le Scrum Master. Oui. Il n'arrive pas à se projeter. C'est-à-dire que nous, il était trop loin de la technique, il était trop loin du marketing, il avait d'autres problématiques. Donc, à ce moment-là, à cet instant-là, qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là ? Comment on l'accompagne pour ne pas être un gros frein moteur au déploiement de la méthodologie ? Bon, nous, on a eu de la chance, c'est que la personne qui est toujours chef de projet, mais qu'on appelle plus de chef de produit, était très compatible et voulait se détacher un peu parce que son boulot devenait un peu tentaculaire. Il s'écroulait. Donc à ce moment-là, quand il a vu la responsabilisation de l'équipe, il a dit, OK, le Scrum Master, ils vont en trouver un et ils vont se débrouiller. Alors voilà. ma réponse, avant que Thierry réponde, parce que je pense qu'il a le micro qui est chaud là, qui est tiède. Ah non, on lui passe là, d'accord. Ma réponse là, le 24 octobre à 18h, c'est que en fait, la réponse que je fais au chef de projet,
c'est que, d'accord, dans l'équipe Scrum, on a une vision. S'il y avait un manager, ce serait plutôt un product manager et pas un project manager, parce qu'on veut revenir sur du produit. Et donc c'est vrai que c'est plus un product manager finalement qui est en face ou qui travaille avec l'équipe et qui la pilote par la valeur en fait finalement, puisque c'est ce qu'on va réaliser dans l'itération suivante. Et effectivement, le project manager, il sort un peu de ça, puisque de toute façon, le Gantt, il est simple après, c'est des sprints de 2 semaines et puis des versions. Donc, mais la notion de project manager, il faudrait redéfinir ce que c'est à ce moment-là. Si c'est affecter des ressources, piloter des Gantt, comme tu disais, ou alors aussi résoudre des problèmes. C'est-à-dire l'escalade des problèmes qui n'est pas résolue par l'équipe, à un moment donné, ça remonte vers l'organisation. Et il a tout son rôle à jouer là-dedans. Alors peut-être qu'effectivement, il y a cette notion de perte de pouvoir, qu'on appelle de la délégation de pouvoir ou de l'empowerment des équipes, mais il peut se sentir en danger là-dessus, mais et je dirais que c'est normal, puisque quand on applique une autre méthode, on a une résistance naturelle au changement, et on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Mais honnêtement, là, ça ne serait pas une réponse de Scrum, ça serait plutôt une réponse de l'organisation qui accompagne l'arrivée de Scrum. Et il ne faut pas tout renvoyer les problèmes à l'outil agile. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit. J'essaye juste de trouver un élément de réponse. Vas-y Thierry. Très rapidement, d'une part, c'est pas parce que dans Scrum, a priori, le rôle de manager n'existe pas qu'il existe. En fait, le rôle de manager existe clairement dans l'agilité. Pour la petite histoire, c'est le 5e principe agile, c'est-à-dire former des personnes, former des équipes avec des personnes motivées, donnez-leur l'environnement dont elles ont besoin, faites-leur confiance. Donc ça veut bien dire que le rôle de manager existe. Il existe aussi d'ailleurs dans l'extreme programming. Pour répondre plus clairement à ta question, en fait, un chef de projet, il y a plusieurs possibilités. Donc soit il peut passer manager, donc ça veut dire qu'effectivement il y a un détachement par rapport à l'équipe, et probablement il peut devenir manager de plusieurs équipes d'ailleurs. Et là, je rejoins Fabrice, il y a bien la différence entre le product manager qui est le product owner finalement et le project manager, qui est le manager au sens agile finalement. S'il a une fibre plus métier, il peut basculer product owner ou redevenir développeur, pourquoi pas. Mais en fait, en tout cas, il doit y avoir effectivement un accompagnement. C'est vraiment ce que je précisais, alors peut-être que tu n'étais pas là, mais en termes de conduite de changement, ça c'est vraiment un point extrêmement important qui est dès le départ, c'est exactement la situation que tu évoquais, dès le départ, dire attention, au niveau chef de projet, on met en place un groupe de travail et on va voir comment un chef de projet évolue dans une approche agile. Parce que sinon, il y a vraiment des peurs et puis il va y avoir des problèmes. Après, il y a un point très individuel. On traite, c'est des individus. Donc chaque personne a des leviers de motivation différents, etc. Moi, à titre personnel, on a basculé toute l'activité Yahoo à Grenoble dans l'agilité, quasiment en mode un peu Big Bang. Moi, j'ai eu les 10 chefs de projet qui sont rentrés ensemble dans mon bureau, ensemble, pour bien montrer qu'il y avait un truc. D'accord ? J'ai fait bonjour. Ils m'ont fait, on va quand même pas se mettre à coder. J'ai dit pardon. J'ai dit on va pas se mettre à coder. J'ai dit, j'ai jamais dit ça. T'as dit qu'il n'y avait plus de chef de projet. Ah oui, ça j'ai dit, ça c'est bon ça. Mais on va pas se remettre à coder. J'ai dit, j'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai dit, ça c'est une super question. Et on va s'asseoir en tête à tête, tranquille, avec les 10, un par un. On va prendre notre temps, etc. Et chacun, on va trouver ce que vous avez envie de faire dans l'organisation et comment vous apporter de la valeur dans l'organisation. Il y en a 7 qui sont devenus Scrum Master, il y en a un qui est devenu manager, il y en a un qui est passé Product Owner, il y en a un qui est parti. On n'a pas fait ça pour qu'ils partent. Il y en a un avec qui on n'a pas trouvé de façon de s'organiser. C'est dommage, mais c'est humain. C'est humain, c'est tout. Et une autre remarque, je parle un peu trop, mais il y a aussi le fait que, comme l'ont montré Yann et Alexandre, c'est que, alors après c'est la taille de l'entreprise, mais je préjuge de rien, c'est que dans l'étape de transformation ou d'expérimentation, ça va se faire petit à petit. Donc les chefs de projet, s'ils ne se voient pas dans les démarches agiles, ils peuvent rester dans les démarches traditionnelles. Bon. Et je vous rappelle qu'il y a des typologies de projets qui ne se prêtent pas forcément à l'agilité. Enfin, on peut avoir des cas d'application de l'agilité, d'éligibilité de certains types de projets à l'agilité. Je vous donne un exemple. C'est juste pour donner des pistes. Je ne connais pas votre contexte. Mais il y a des clients chez qui on va dire l'agilité, ça se prête par rapport à la notion
d'énormes variations dans les besoins de changement. Et si on fait de l'itératif incrémental, c'est parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait... on raffine la vision ou le backlog par rapport à ce qui se passe dans le cas d'une itération. Donc ils se sont dit, c'est qui change le plus chez nous? Oh ouais, les marketeurs. Donc ils ont identifié des cibles de clients qui, eux, sont gourmands qui ne sont pas très stables dans leur vision produit ou dans le et qui sont consommateurs au niveau de changement. Et ils disent, l'agilité, ça va être là, mais pas ailleurs, pas à la compta. Vous voyez, c'est un préjugé de ma part sur le fait que la compta, ça ne change pas beaucoup. C'est une première piste. Une deuxième piste, c'est... Donc chez les autres, les chefs de projet, si vous voulez rester dans une démarche traditionnelle, ils restent là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas exclus, c'est simplement, s'ils ne se retrouvent pas dans la démarche agile, ils sont dans la démarche traditionnelle. Une deuxième piste, c'est par rapport à la plateforme technologique. C'est-à-dire que là où on est en train de construire en mode Lego, itératif incrémental, une application, on est plutôt sur des nouvelles technos. Alors c'est aussi un préjugé de ma part, je ne me vois pas faire ça en COBOL, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir des pans dans l'organisation où on n'est pas agile sur ces plateformes technologiques-là. Et vous voyez, quand on dit agilité, c'est pas forcément adoption full agile de toute l'organisation, parce qu'il peut y avoir, comme on l'a dit, je pense qu'on l'a tous dit, hein, c'est un outil. Donc c'est dans une boîte à outils, et donc il faut savoir utiliser l'outil à bon escient. Donc je ne prends pas un tournevis à la place d'un marteau, et je vais même me blesser. Donc on ne va pas utiliser Scrum, XP, Kanban comme un outil, parce que c'est le nouvel outil et que tout doit être fait selon cet outil-là. Donc vous voyez, ça peut être aussi une autre piste, hein, qui est pendant un certain temps ou pendant un temps qui est normal, il va y avoir cohabitation de démarches traditionnelles et agiles, parce qu'on peut avoir cette logique-là, quoi. J'arrête. Moi, je vous conseille de créer des communautés de pratique, sincèrement. Ah, mais il n'y a pas besoin. Non, mais ça n'a rien à voir. Attendez, la communauté de pratique, c'est une réunion. C'est chacun qui accepte de venir 1 heure par mois dans une même pièce. C'est pas grand-chose. C'est un investissement personnel. Et à mon avis, il faudrait aussi, je pense, et nous, on commence à le voir, on a attaqué les équipes projets, maintenant, il faut attaquer les managers. Et je pense qu'on va créer des nouvelles communautés de pratique avec les managers. Mais bon, on verra. Une dernière question? La question de la fin? À qui je l'offre? Les anciens de MC, par exemple? Mes anciens collègues? Vous n'avez pas un retour d'expérience, une question par rapport à votre vécu de l'agilité? Nicolas, Gwen? Gwen, fais-nous part de comment ça s'est passé. Bon, allez, moi je prends le relais puisque vous ne voulez pas parler. Donc nous, en fait, on a mis en place Scrum, c'était l'année dernière. On avait en fait un produit qui avait hérité d'une énorme dette technique. On développait en Delphi et c'est vrai qu'une des grosses difficultés qu'on a eues, c'était qu'on avait justement cette dette technique à gérer là, des problèmes de code mort, des problèmes beaucoup de choses qu'on a dû traiter par du refactoring et en face de ça, on avait un projet à gérer. Donc au démarrage, on a géré ça comme des blocages, comme des impediments. Toute l'équipe attaquait, mais ça faisait qu'on perdait en vélocité. Ensuite, une autre technique qu'on a essayé de mettre en place en faisant la rétrospective, on s'est dit on va l'intégrer comme élément du backlog, on va le prendre comme une comme un ajout de valeur ajoutée. Mais au final, c'est vrai que ça ne faisait pas avancer pour autant le projet comme il aurait dû avancer, quoi. Donc ça m'a fait penser. Enfin, c'est un petit peu quand Fabrice Emiti parlait de est-ce que tous les projets doivent devenir agiles ou pas. Est-ce que celui-ci s'y prêtait? Et si oui, quelles auraient été les autres techniques qu'on aurait pu mettre en œuvre pour y arriver? Ah, un blanc là. Enfin, la dette technique, il y en a sur tous les projets. Malheureusement, même quand on essaie de travailler en TDD, en améliorant à chaque fois le code, il y en aura tout le temps. On a vraiment du mal en tant que développeur à avoir la vision du code complet. Et plus on développe, plus ce code grossit et on introduit des petites choses un peu moins bonnes. Et pourtant, il est assez facile de dire ce qui ne va pas dans l'application. Ah oui, on sait que là, au niveau du JavaScript, on a du mal à faire ceci, cela. Ah, on a souvent des bugs qui tombent dans telle ou telle partie. Donc on est capable de voir qu'il y a des problèmes. Et après, ce qui est sûr, c'est que ça nuit énormément à la motivation. Et fatalement, le projet il va se ralentir. On aura de plus en plus de mal à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, je ne connais pas un seul projet où on peut dire « Ah oui, mais
dans mon langage, je vais laisser accumuler la dette technique parce que je ne peux rien faire. Non, fatalement, c'est la mort du produit. Et on fait une nouvelle version après. Ou au pire, on change de langage. Je reste convaincu que très tôt dans le projet, il faut adopter de bonnes pratiques, ce qui va limiter au maximum cette dette technique. Mais pour répondre à la question de j'ai un passif lourd, il y a une énorme dette, comment je fais? Il va falloir mettre en balance la valeur qu'on ajoute dans le produit et l'amélioration du produit interne. On ne peut pas du jour au lendemain dire on arrête de produire de la valeur et on se met à refactorer pendant 3 mois ou 6 mois. Sinon, ça, c'est la mort du produit aussi. Il faut vraiment, ça va être un enjeu de dire on accepte de livrer moins, mais on livre mieux. Et peut-être qu'au final, ça va contaminer le reste de l'équipe, le reste des projets, et au final, grain de sel après grain de sel, ça va s'améliorer. Et au pire, si le projet échoue, le prochain sera meilleur. Mais voilà. Et je ne connais pas un seul projet où on peut dire on arrête de l'améliorer. Pas mieux. Je vous remercie d'être venus. On va s'arrêter là. Merci aux orateurs à nouveau. Merci aux sponsors. Et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour une nouvelle édition sur Pau. Au revoir.